I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she... Donc ça c'est le petit échauffement que je fais, j'ai rien inventé, ça c'est dans la méthode de la ville, Econ Deal. Ça fait des années que je le fais, ça me correspond plutôt pas mal, donc je le fais. C'est juste, dire j'échauffe ma coiffe des rotateurs comme ça. Déjà quand vous avez compris le principe de la gravité, qui n'a rien à voir avec la musculation en soi, vous avez vite compris que ça fonctionne pas ce que vous faites, travailler dans le vide. Et c'est pas ça qui va vous échauffer la coiffe des rotateurs. Moi, je préfère échauffer du coup toute ma zone comme ça, avec aussi un soulevé de terre, j'ai entendu, qui permet de travailler la chaîne postérieure, d'échauffer la chaîne postérieure, plus mes bras, surtout que j'ai des petits soucis moi, sur le coude et au biceps, je me suis déchiré un biceps. Et après je passe sur un échauffement plus spécifique sur l'exercice en question sur lequel je commence. Là je fais des warm-up sets, ça fonctionne très bien. And we tearing down this place off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine.
Ok, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai montré un petit peu ma séance spec avant, séance spec épaule. Rien de fou, c'est juste comme ça, ça vous fait un petit divertissement pour attaquer le début de la vidéo. Ce qu'on va parler, c'est surtout ça. Est-ce qu'il faut faire un entraînement à haute intensité, donc le fameux heavy duty training par exemple, versus le gros volume, petit volume versus haut volume. Ce que j'ai voulu faire, c'est un petit peu comparer deux méthodes, comparer deux axes de pensée. Arthur Jones, Joe Weider. Arthur Jones, donc c'est plutôt sur le bas volume et haute intensité, et Joe Weider, c'est plutôt l'inverse. Arthur Jones avec ses disciples les plus connus, Mike Mentzer, Dorian Yates. Donc je trouve que c'est pas mal de faire un peu d'histoire, de comprendre le pourquoi du comment de chacun un petit peu, sachant qu'on n'était pas dans leur tête non plus, et derrière de moi vous dire ce que j'en pense réellement de ce qu'il faut faire ou pas. Arthur Jones, c'est qui ? C'est un sacré personnage qui a eu un rôle quand même assez important dans le milieu du bodybuilding. En tout cas, si on n'est pas vraiment connaisseur, on ne connaît pas forcément Arthur Jones, mais vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup pour le bodybuilding. C'est quelqu'un qui a fait des tests à grandeur nature, dans le sens à échelle humaine, dans le sens où il a pris des personnes, il les a entraînées d'une telle façon, il a mesuré les résultats et derrière il en a fait des conclusions. Donc en vrai, c'est des vraies études scientifiques, mais après le problème de ces études qu'il a fait là, c'est les échantillons sont trop petits. D'autres choses, il y a avec la Colorado Experience, avec Caseviator, on sait qu'elle est biaisée à cause des produits dopants. Mais quand même, ça vous donne une idée. Et puis surtout, Arthur Jones, c'est quelqu'un qui a essayé sur lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il est arrivé à un moment où il stagnait, dans les années 50, si je ne dis pas de bêtises. Faudrait que je regarde de nouveau son livre pour vraiment vous dire la chose. Il stagnait avec, à l'époque, un entraînement qui était, que tout le monde faisait, avec beaucoup de volume d'entraînement, beaucoup de séries du coup, et des séries assez longues. Il a stagné, il a arrêté la muscu, il disait j'en ai marre parce que je stagne, et puis un jour il s'est dit je reprends, et là ce qu'il a fait, c'est quelqu'un qui était très expérimental, il a diminué le volume par 2 sur la semaine, il a vu qu'il avait justement bien progressé en ayant fait ça. Il a restagné, il a arrêté, il a refait la même chose en redivisant le volume, etc., etc. Il s'est aperçu qu'en fait, au plus il diminuait le volume, au plus il y avait de progrès pour lui. C'est ce qu'il a montré avec Caseviator, c'est ce qu'il a montré aussi avec Sergio Oliva quand Sergio Oliva est venu s'entraîner chez lui. Et puis, le plus connu peut-être, qui s'inspirait le plus, en tout cas c'est Mike Mentzer, les frères Mentzer. Mentzer, c'était plus la série unique, mais pour autant, il faut aussi il faut nuancer les propos de la série unique, dans le sens où, ok, il faisait une série unique, mais il y avait avant des warm-up sets, donc c'était pas vraiment une série unique non plus. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était de l'échec à l'échec, à l'échec, à l'échec, avec des reps forcés, avec des partiels, des demi-reps, etc., etc. Dorian Yates, c'est peut-être le dernier le plus connu à avoir vraiment utilisé cette méthode, surtout qu'en fait, il y a eu beaucoup de marketing autour de ça, avec des t-shirts, etc., etc., comme quoi Dorian Yates s'entraînait comme ça. De l'autre côté, on a Joe Weider. Alors Joe Weider, attention, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le bodybuilding dans le sens marketing, pour moi, dans le sens science de l'entraînement. Ok, les livres étaient publiés sous Joe Weider, mais c'est pas forcément lui qui les écrivait. Pour moi, j'ai mis après comme figure un peu de ce haut volume d'entraînement, parce que les principes de Joe Weider, c'est ça quand même. Souvent, en tout cas, il y a beaucoup de volume d'entraînement avec des reps assez élevés. C'est souvent comme ça. Pour moi, donc la figure un petit peu de ce haut volume, c'est Arnold Schwarzenegger, forcément, avec beaucoup de volume, avec 2 séances d'entraînement par jour, avec un gros split qui se préparait pour Olympia. Attention, il faut bien aussi nuancer les choses. Donc voilà. Et puis le dernier en date qui pour moi représente le plus le haut volume, c'est Jay Cutler. Jay Cutler, 4 fois Monsieur Olympia, qui lui s'entraînait avec un volume assez conséquent. Mais en fait, c'est pour ça aussi que j'ai pris les 2 exemples. Dorian Yates et Jay Cutler, pour vous montrer que c'est pas si éloigné que ça. Et en fait, il y a d'autres choses à retenir. Je vous prends Dorian Yates. Dorian Yates, donc j'ai pris les séances telles qu'elles sont dans son carnet d'entraînement qui est disponible à la vente. C'est vraiment noté sur papier, c'est vraiment les séances de Dorian. Séance PEC, donc en 88, donc le 21 novembre 88, 5 séries de déclinés, 3 séries d'inclinés, 3 séries d'écartés, ça fait 11 séries. Ça, c'est que les séries effectives, ça compte pas les warm-up sets. Le 24 mai 90, donc là il est en pleine préparation pour le New York Pro, Night of Champions à l'époque.
Bah déjà, il y a un truc qu'il faut aussi remarquer, hein, quand j'ai été là-dessus, 88-90, la séance, ça n'a pas changé. Décliner, incliner, écarter. Il faut que ça gamberge. Et du coup, 10 séries. Là, j'ai pris la séance de Jay Cutler, qu'il a faite, je crois que il était déjà 4 fois Monsieur Olympia, donc ça devait être sur son retour, son comeback après sa blessure au biceps. Séance pec, développé couché, incliné, fly crossover, pullover dumbbell, bon, on peut en discuter, et écarté, au total 3 séries par exo, ça fait 15 séries effectives. 15 séries effectives, en fait vous voyez qu'il y a 4 séries de différence. Est-ce que vous croyez vraiment qu'en 4 séries, il y a une grosse différence? Non. Pourquoi les deux ont surtout performé à très haut niveau? Parce qu'en fait ils savaient s'entraîner tout simplement à l'échec, parce que dans Yann Yed c'était de l'échec. Jay Cutler, ok, le volume était élevé, ok, c'est pas quelqu'un que vous voyez, genre sa dernière rep, c'est pas une rep partielle et il lâche la barre. Mais quand même, au final, il est quand même très très proche de l'échec. On va dire qu'il a une rep en réserve, il doit avoir 1, 2 maximum, mais vrai pour le coup. Lui, c'est quelqu'un qui savait vraiment. C'est pas un débutant qui on lui dit, les coachs qui disent aux débutants, 42 reps en réserve, ok, mais en fait, il va pas savoir ce que c'est 2 reps en réserve. Donc là, c'est vraiment qu'il sait s'entraîner et du coup, c'est effectif. Donc, pour parler concrètement de ce que moi je pense et de comment j'organise les choses pour mes clients, quelqu'un qui va être débutant, voire intermédiaire, c'est quelqu'un qui aura que j'aurai plus tendance à emmener vers un volume plus élevé. Pourquoi? Parce que justement, cette notion d'échec à l'entraînement, elle n'est pas forcément acquise. Il y a beaucoup d'apprentissage à faire au niveau de la forme, de l'exécution, des tempos, des blocs, de la gamberge au niveau des enchaînements des exercices, etc., etc. Pour le coup, c'est plus intéressant de faire du haut volume pour travailler entre guillemets la sensation. J'aime pas dire ça parce qu'en soi, la sensation c'est pareil, ça veut tout et rien dire. Mais dans le sens où le fait par exemple de le faire plus congestionné, avec un volume donc plus élevé, et du coup de limiter la fatigue nerveuse, ça a tendance à donner plus de résultats parce que la personne du coup elle voit concrètement le pump par exemple, et ça permet donc neurologiquement de tout doucement s'emmener vers une connexion neuromusculaire. Tout doucement, on arrive à apprendre à repousser ses limites, à aller vers l'échec. Tout doucement, c'est plutôt intéressant de faire comme ça. Et surtout, ça fonctionne chez les débutants. Donc, c'est plus intéressant, vraiment. Pourquoi? Parce qu'aussi, le système nerveux, qui est quand même le driver numéro 1 pour la force, et donc pour aller vers l'échec, il n'est pas encore acquis. Les bases musculaires ne sont pas encore acquises non plus pour avoir suffisamment de force pour aller vers l'échec. Plein de facteurs font que quand on est débutant intermédiaire, début de l'intermédiaire, c'est très intéressant d'aller sur du haut volume. Le low volume, je le garderai plutôt pour les personnes avancées. Pourquoi chez les personnes avancées? Parce que du coup, ils ont cette masse musculaire qui est disponible, qui leur permet de développer quand même en termes d'intensité beaucoup d'intensité, donc des charges élevées. Aussi, ils ont cette capacité à recruter leurs muscles et logiquement, si c'est bien des bons avancés, ils auront standardisé leurs répétitions, ce qui fait que d'aller vers l'échec permettra vraiment d'aller vers l'échec, d'avoir un vrai échec, tout en gardant une forme qui est correcte, et donc un recrutement musculaire qui est optimal. Pour autant, chez un avancé, il faut quand même aussi prendre en compte le contexte, la période, prépa, pas prépa, surplus, pas surplus calorique. Donc effectivement, il y a des choses un petit peu à regarder, c'est pas aussi simple que ça pour un avancé, il faut périodiser certaines choses, il faut prendre en compte le contexte. Ce que je veux que vous reteniez, c'est ça, c'est que la réalité, le haut volume, on va prendre un exemple sur un gros groupe musculaire, souvent on a l'exemple de dire les jambes par exemple, ou le dos, il faut faire beaucoup de séries, 20 séries, il y en a qui disent un peu moins, mais bon, souvent ça se rejoint sur ces 20 séries, et sur les plus petits groupes musculaires, on est sur du 12 séries. Je vais prendre l'exemple d'une séance jambes, on est à 20 séries, de 12 reps, avec 2 reps en réserve, parce que le haut volume c'est ça, en général on n'a pas cette intensité maximale parce qu'on a un haut volume. Ce qui fait qu'on a 60 reps effectives. Comment je calcule mes 60 reps? 20 séries fois 5 reps effectives, moins 2, parce qu'on a 2 reps qui ne sont pas prises en compte. En fait, on dit toujours, c'est les 5 dernières reps qui sont effectives pour la prise de masse musculaire, pour l'hypertrophie. Sauf que nous, on en a 2 qui sont cramés. Donc du coup, ça fait plus que 3. Donc ça fait 20 fois 3. Si je dis pas de bêtises, ça fait 60. Et ce que j'appelle des reps de fatigue, on en a 180. Donc ça veut dire 20
x 9, 180. Rep de fatigue, ça veut dire qu'on accumule de la fatigue, pas forcément nerveuse, c'est la fatigue générale, avant les reps effectives. Donc ça fait quand même, vous voyez, le ratio est énorme, et il y a beaucoup plus de reps inutiles, je les mets bien des guillemets, que de reps effectives. Versus un low volume, avec un exemple de 12 séries, mais ça peut être moins même encore, où on est sur du 8 reps, avec 0 reps en réserve. C'est un exemple, c'est vraiment un exemple bateau, parce que là c'est papier. En théorie, je ne vais jamais mettre un 12 x 8. On reste sur 60 reps effectifs. Pourquoi ? Parce qu'on a 12 x 5, parce que là il y a 0. Il y a 0 reps en réserve. Donc on a vraiment nos 5 reps effectifs, on les a vraiment. Donc on est sur du 60 reps effectifs, et on est sur du 60 reps aussi dites fatigue. Donc là vous comprenez tout de suite qu'en fait on se fatigue moins pour avoir le même nombre de séries de répétitions efficaces. Donc forcément on est plus efficace ici parce qu'on peut mettre plus de poids si on est moins fatigué. Vous voyez, c'est assez bateau, mais ça vous fait vite comprendre quand même comment s'entraîner. Donc comment moi je travaille avec mes clients quand je mets un plan d'entraînement en place. Est-ce que je vais tout de suite sur du low volume ou tout de suite sur du haut volume parce qu'il est, comme j'ai dit, intermédiaire débutant? Pas forcément. En fait, ce que je prends en compte, c'est le contexte. Si on est en surplus calorique ou pas, là forcément ça va impacter les choses. En surplus calorique, on a plus de capacité, parce qu'on a plus de substrat. En restriction calorique, c'est plutôt l'inverse, il faut qu'on manage la fatigue générale. Donc là, on adapte les choses. Autre chose donc à prendre en compte, le niveau de la personne, forcément. Quoi qu'il arrive, un débutant, il n'a pas suffisamment de force pour que je le mette sur un programme de haut volume, parce qu'il ne sait pas aller à l'échec et parce qu'il n'a pas de force nécessaire pour aller à cet endroit-là. Un autre point que je prends en compte, c'est l'adhérence de la personne. Si la personne elle n'aime pas s'entraîner en haut volume, je ne vais pas la mettre sur du haut volume. Si la personne n'aime pas s'entraîner en bas volume, je peux lui faire un bas volume. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Pourquoi ? Parce que si on n'adhère pas à ce qu'on fait, de toute façon, on n'a pas de progrès. En tout cas, on minimise les progrès et ça, c'est pas optimal. Et puis, il y a la périodisation, comme je disais aussi, à prendre en compte. C'est-à-dire que si dans l'année, on fait tout le temps du bas volume, avec tout le temps à l'échec, à un moment donné, on va se cramer, nerveusement notamment. Donc, c'est quelque chose qu'il faut assez prendre en compte, en tout cas les personnes qui sont avancées, qui savent s'entraîner, qui savent aller à l'échec. Si on leur fait faire toute l'année comme ça, le système nerveux central, au bout d'un moment, rideau. Et puis surtout, ce qui marche en fait, quoi qu'il arrive, la méthode peu importe, parce que ça marche avec les exemples que je vous ai donnés de Cutler et de Yates. Ce qui a marché surtout dans le temps pour eux, c'est qu'ils ont eu une surcharge progressive au fil des années. C'est-à-dire que, si je prends l'exemple de Dorian Yates, de 88 à 90, certes, les exos sont restés les mêmes, le nombre de séries est resté à peu près le même, par contre, ses charges n'étaient pas les mêmes. Donc, il y a eu une surcharge progressive, il a amélioré ses reps, son exécution. Pareil pour Cutler, son haut volume marchait, pourquoi ? Parce qu'au fil des années, mine de rien, il développait de plus en plus, il avait une surcharge progressive, un temps sous tension qui était plus élevé au fur et à mesure du temps, etc., etc. Donc, c'est quand même aussi à prendre en compte. Toutes les méthodes peuvent fonctionner, mais il y a une chose qui est vraie, c'est que la surcharge progressive, et quand je dis surcharge progressive, je ne parle pas forcément que de poids, c'est ça qui va vous emmener vers des progrès, et sans parler non plus, sans omettre l'adhérence à ce que vous faites. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si ça vous a plu tout simplement. Je peux prendre d'autres exemples comme ça, au fur et à mesure si vous voulez, analyser l'entraînement d'un autre pro versus un autre pro qui fait à peu près l'opposé. Si ça vous tente, ça je le ferai, je donnerai ma touche, en tout cas mon opinion. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine sur une vidéo qui va être spéciale au wellness et comment j'ai construit l'entraînement de Claire notamment, qui se prépare actuellement pour sa première vraie saison chez les pros. Je vous montrerai tout ça, le choix des exercices, le pourquoi du comment. Et puis je vous dis à dimanche pour un prochain podcast et à mercredi prochain pour une autre vidéo. Ciao!